Bienvenue dans la Tribune d'honneur qui donne la parole aux gens qui sont aux commandes du Raja. C'est l'objectif de ce podcast et aujourd'hui on accueille, on invite, on reçoit la personne qui est aux commandes de l'équipe, l'entraîneur Patrice Carteron. Bienvenue à vous. Merci de votre accueil. Alors la première question, là on est dans une période, on est dans une pause FIFA. On a vécu 3 mois un peu bizarres. On a vécu 3 mois avec beaucoup de stress, avec des matchs à élimination directe et sans championnat. Alors on va rappeler que le Raja s'est qualifié aux phases de poule après avoir traversé les 2 tours préliminaires contre les Gambiens et les Libyens. Et puis on va rappeler également qu'en Coupe arabe, ça a passé contre les Palestiniens de Hilal Quds. Ça a coincé en Coupe du Trône contre Nahdad Zmemra. Comment vous avez vécu ce début de saison complètement bizarre avec des matchs extrêmement importants, extrêmement tendus et sans championnat? La première des choses, pour revenir sur le championnat, c'est pour moi vraiment un gros souci. C'est-à-dire que tous les entraîneurs au Maroc ont repris l'entraînement début juillet avec leurs équipes et mes confrères et moi-même avons été en contact pour essayer de trouver systématiquement à partir du mois d'août des matchs amicaux à jouer. Donc je regrette surtout qu'on n'ait pas mis à profit le mois d'août pour avancer dans le championnat et jouer les 3-4 journées qui permettraient aux écuries qui sont amenées à jouer la Champions League ou la Coupe des Confédérations ou la Coupe arabe ou les deux réunis. Alors je ne parle même pas de la Coupe du Trône, mais ça aurait permis vraiment d'avoir un championnat qui se déroulerait de manière plus conventionnelle et plus adaptée. Là, on est déjà en train de parler de matchs de retard. Il y a des équipes qui ont déjà fait 3 matchs, qui ont 9 points pour Tétouan, par exemple. Tout ça est particulier puisqu'on a l'impression de ne pas vivre ensemble la même compétition. Donc je trouve que c'est dévaloriser le championnat aujourd'hui, ce mode de fonctionnement, et c'est dommageable. Quels que soient les statuts qui étaient en transformation au niveau des clubs, je pense qu'il aurait été pour moi bien plus judicieux de démarrer rapidement, et surtout que cette période estivale au mois d'août pendant la reprise, c'est une période où les joueurs peuvent jouer tous les 3-4 jours sans aucun problème, donc ça aurait été judicieux de jouer plusieurs matchs à ce moment-là. C'était la première frustration, j'ai envie de dire, parce que ça nous a aussi obligés à revoir notre préparation. Maintenant, d'un autre côté, ça nous a aussi donné du temps pour retrouver au niveau collectif un équilibre au niveau de l'équipe, parce qu'on a quand même beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés. L'objectif étant de faire une grosse saison. Donc, on a de nombreux joueurs qui sont arrivés. Il faut trouver de nouveaux automatismes avec ceux qui sont arrivés. Donc, ça nous a aidés dans ce sens-là. Et puis, ça nous a permis, comme vous l'avez dit, d'être réaliste plus que formidable. Mais en tout cas, on a su être réaliste, effectivement. Mais est-ce que, parce que vous nous dites que cette période un peu de vide vous a permis de retrouver de la cohésion, est-ce qu'on peut pas dire à l'inverse qu'une période de championnat vous aurait également permis de vous rôder, je sais pas. On a l'impression, ça vous a pas manqué de faire des matchs de championnat pour trouver votre formule un peu? Ça nous a manqué, notamment dans le fait de passer d'un match amical à un match de Champions League. C'est à la base totalement inconcevable. Ça veut dire que à élimination directe. À élimination directe, on joue une saison entière sur ce tour préliminaire. Notre objectif, c'était vraiment de retrouver les phases de poule, objectif atteint. Mais c'est vrai que on avait une maîtrise, j'ai envie de dire, physique, physiologique, mais sur l'aspect plus psycho-émotionnel, c'était un peu plus compliqué parce que on découvre aussi nos joueurs pendant la compétition. Les choses sont toujours différentes pendant la compétition et ça nous a manqué. La compétition va démarrer, il y a des très grosses échéances. On a vu le tirage au sort de la Ligue des Champions, c'est un groupe très compliqué. On sait également qu'en Coupe arabe, c'est un derby qui se profile. Est-ce que vous vous sentez prêt en termes d'effectifs pour, en plus des matchs en retard qui vont s'accumuler, est-ce que votre effectif là vous rassure sur votre capacité à affronter ces échéances? Oui, puisque j'ai choisi ces joueurs et que j'estime qu'on a un effectif effectivement conséquent. Les statistiques concernant l'équipe sont meilleures que la saison passée, même si aujourd'hui, au niveau du fond de jeu, on a encore beaucoup de choses à améliorer. Mais pour moi, on a plus de potentiel. On a également quelqu'un comme Afidi qui va revenir dans quelques semaines maintenant. Donc, on a du potentiel cette saison. Maintenant, c'est vrai qu'on aborde une étape supplémentaire. Vous savez, la Coupe des Confédérations, c'est un niveau de compétition, mais la Champions League, c'est la cour des grands. C'est le niveau au-dessus. Voilà.
Donc par rapport à ça, c'est vrai que pour moi, on a un effectif qui est supérieur à la saison passée. On a su faire on a été sur une bonne dynamique en fin de saison. On avait aussi quelque part, on a surfé sur cette victoire en Supercoupe qui nous a fait beaucoup de bien, qui a permis aux joueurs de retrouver de la confiance, de retrouver aussi du physique sur la fin de saison. Et encore une fois, tout est mis en place pour qu'on fasse une bonne saison cette année. Après, je veux dire, on joue des équipes qui sont aussi des grands d'Afrique. Vous jouez l'Espérance de Tunis. Quels que soient vos adversaires, ce ne sont de toute façon que des postulants à la victoire finale. Je considère aujourd'hui qu'on est un super outsider. C'est comme ça que je nous considère. J'ai pas envie qu'on se mette de pression négative. J'ai envie qu'on ait envie de gagner cette Champions League, qu'on fasse un coup, qu'on fasse plaisir au peuple rajaoui et qu'on ramène la coupe, bien sûr, ici. Vous avez parlé comme ça de mise en place de l'effectif. On a eu des matchs frustrants. Hein. Même vous, je vous ai vu frustré lors d'une interview où vous disiez que vous étiez ennuyé. Je crois que c'était contre Hillel Kotz en deuxième mi-temps. On a eu, nous, vu de l'extérieur, vu des tribunes, l'impression que la formule n'était pas encore trouvée, que la fluidité n'était pas encore là, que la cohésion. Qu'est-ce qui manque là? Est-ce qu'il y a un problème de niveau individuel, de système? À quoi vous réfléchissez là quand vous vous posez dans votre bureau? Simplement, en fait, déjà de ne pas oublier que ça nécessite du temps pour quand on perd Afidi, même sur la fin de saison, si on l'a remplacé, si on perd aussi des joueurs offensifs, ça nécessite du temps pour rebâtir un effectif et un collectif. Maintenant, le plus important pour moi, vraiment, c'était d'être efficace et de se qualifier, quelle que soit la manière, je dois l'avouer. Donc on a plus misé sur le fait d'être solide que sur le fait de développer un vrai jeu qui demande énormément de confiance avec de la technicité. Je pense qu'on s'en est rapproché lors du dernier match en Palestine où on avait, pour moi, un meilleur équilibre collectif. Je connais mieux les joueurs aussi maintenant. Et ça va, de match en match, maintenant nous permettre d'arriver à joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire d'associer à la fois le fait d'avoir des résultats positifs, mais également avec la manière. Alors restons sur le jeu. Hein. Quels sont vos grands principes? Est-ce que vous avez des dogmes, des choses sur lesquelles vous vous appuyez, qui sont très claires dans votre tête? Je sais pas. Disons que je me suis bâti comme entraîneur petit à petit. Je fais pas partie de cette génération d'entraîneurs qui a eu une carrière de joueur qui lui permet d'avoir tout de suite les meilleures équipes. Avant d'arriver dans un grand club comme le Raja Casablanca, il a fallu que je fasse avec de petits moyens. Ça a été le cas à Dijon en France en deuxième division où avec le plus petit budget, en allant chercher des joueurs totalement méconnus, quasiment exclusivement des jeunes et on va dire en m'appuyant sur quelques joueurs expérimentés, j'ai réussi à faire monter le club en Ligue 1. Et c'est dans ces expériences-là en fait que j'ai développé, on va dire, ma vision du coaching, de l'entraîneur, mais encore une fois, ça dépend des joueurs qu'on a à sa disposition. Qu'on veuille demain jouer un football résolument offensif, si on n'a pas les joueurs pour, ça ne marchera pas et on n'aura pas de résultat. Donc j'ai su aussi à chaque fois, dans les contextes où je suis passé, j'ai su m'adapter au groupe pour faire en sorte qu'on soit avant tout efficace. Parce que vous savez, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, mais à l'arrivée, on retient les résultats. Et en tout cas, pourquoi je parle de ça? Parce que c'est beaucoup plus facile pour nous de travailler quand on a les résultats. Même si, en interne, on a bien sûr conscience que le niveau de jeu qu'on a aujourd'hui, on doit encore élever ce niveau-là pour battre de grosses équipes et pour remplir nos devoirs et arriver à montrer un très bon visage contre les grosses écuries qu'on va affronter dans quelques semaines. Mais à supposer que vous ayez tout votre effectif, que vous ayez même la possibilité de l'étoffer, dans votre tête, quand vous allumez la télé, vous regardez les grands clubs européens, lesquels vous inspirent? Est-ce que votre école, ce serait plutôt un jeu un peu possession à la Guardiola, ou bien de la verticalité, explosivité à la Klopp, ou vous vous mettez où là-dedans, dans ce grand débat qui agite le football européen? Si vous êtes dans un club où on vous donne 500 millions d'euros à l'intersaison pour recruter, je pense qu'on va vous demander de jouer au ballon avec ces joueurs-là, parce qu'autrement, ça ne va pas bien se passer. Non, j'aime beaucoup Klopp, très honnêtement, parce que j'aime sa personnalité, sa proximité avec les joueurs. J'ai appris ça dans mes formations où j'ai eu la chance, à l'époque, étant très proche de Didier Drogba et de Florent Malouda, j'ai eu la chance d'aller faire ma dernière formation, mon diplôme professionnel à Chelsea, que j'ai suivi pendant une saison. Ça m'a permis de côtoyer de grands entraîneurs
et de mesurer surtout l'impact de ces entraîneurs dans la gestion humaine des groupes. Et je me suis beaucoup reconnu dans ces entraîneurs étrangers plus que dans ce que j'ai vécu en France, où on est plus concentré sur la formation, sur le fait de passer par le jeu. Pour moi, pour qu'un joueur exprime son potentiel, il faut qu'il aille bien physiquement. Il faut aussi, quand on veut jouer et développer un football comme celui du Raja, un football technique, il faut vraiment que les joueurs soient en pleine confiance. C'est ce en quoi vous me demandiez tout de suite. Qui j'apprécie comme coach aujourd'hui? J'apprécie Klopp par rapport à, bien sûr, sa qualité de jeu. On l'a vu à Dortmund, on le voit avec Liverpool, un jeu vers l'avant, un jeu très offensif. C'est un gros pressing. Avec un gros pressing, je me reconnais beaucoup dans cette conception. Et aussi parce que je trouve que sa gestion des joueurs est excellente d'année en année. Donc si un coach à qui quelque part, non pas j'aimerais ressembler, mais à qui pourrait être un modèle qui m'inspire, ce serait Klopp. Il y a une question qui revient beaucoup dans les réseaux sociaux. On est là aussi pour relayer ça. Vous jouez à 4 derrière. Oui. Ça, on a envie de dire, c'est inamovible, malgré. Voilà. Et puis il y a le milieu de terrain. Alors la question qu'on vous relaye, c'est à votre avis, quel est le poste de Mohsin Metouli? Mohsin, c'est un joueur expérimenté, extrêmement talentueux. On a démarré la saison pendant les matchs amicaux. Il a alterné entre le poste de meneur de jeu et le poste d'excentré. Après, sur un certain nombre de matchs, Mohsin est quelqu'un qui aime dézonner, qui aime se déplacer, qui aime se démarquer. Il l'a fait d'ailleurs avec beaucoup de réussite puisqu'il a des statistiques sur ce début de saison exceptionnelles. Moi, c'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement. C'est un leader, il a un excellent impact vis-à-vis des jeunes au niveau de l'équipe. Après, à l'heure où je vous parle, je pense qu'il peut plus nous apporter en tant que meneur de jeu que sur un côté. Plus axial donc. Oui, tout à fait. De par son expérience, de par sa capacité de dernière passe, de par sa capacité à marquer des buts. Dans le football moderne, quels que soient les systèmes, quels que soient les joueurs, le jeu sur les côtés nécessite une activité physique absolument incroyable. Ce sont les joueurs de côté qui courent le plus longtemps, le plus vite. Et par rapport à ça, Mohsin peut jouer sur un côté, notamment dans une équipe de possession comme le Raja, mais je pense qu'il va vraiment nous aider d'autant plus en soutien d'attaquants. D'accord. Ouais, donc toujours pour rester sur la mise en place, c'est pas le baby-foot, les joueurs y jouent, mais à la base on les met quelque part. Vous êtes toujours sur une pointe centrale où on peut imaginer que quelque chose qui ressemble à un 4-4-2 un jour, ou c'est quelque chose que vous n'aimez pas? J'essaie de m'adapter avec les qualités de nos joueurs. Aujourd'hui, dans la configuration de jeu du Raja, pour avoir une équipe qui a une équipe de possession, on doit jouer avec, exclusivement pour moi, avec soit un meneur de jeu, donc 3 milieux de terrain, soit un vrai milieu défensif et 2 milieux relayeurs. Donc ça veut dire avoir une équipe avec des possibilités au milieu. Si vous jouez en 4-4-2 avec 2 attaquants à plat devant, là on perd le contrôle du jeu au niveau du milieu de terrain et on n'est pas capable de développer le vrai football du Raja, qui est un football de possession, un football pour multiplier les passes. C'est pour moi une option qui peut être utilisée en fin de match, par exemple, ou si on a besoin d'aller marquer, chercher un but. On l'a fait cette saison. Et ce qui est revenu spontanément, c'était le fait qu'on a moins de possession quand on joue dans ce schéma en 4-4-2. C'est quelque chose que j'avais testé. Mais à l'heure où je vous parle, je trouve qu'on est plus efficace soit en 4-2-3-1, soit en 4-3-3 avec deux milieux relayeurs. D'accord, on a entrevu le talent de Malango sur des matchs où il n'est pas dans la liste de la Ligue des Champions. Par contre, on a vu qu'il y avait un gros potentiel par ses déplacements, sa capacité à se retourner, à frapper vite, y compris ce qu'il proposait à Mohsin Metouli comme ouverture vers l'avant. Est-ce que c'est un duo qui vous met en confiance quand il sera rodé, celui-là? Tout à fait. Ben a marqué sur ses 2 dernières saisons à Mazembe 28 buts et 27 buts, donc en jouant énormément de matchs. C'est quelqu'un qui a l'avantage à la fois d'être un buteur, mais également, on l'a vu sur le dernier match, il a fait 2 passes décisives, donc ça veut dire qu'il est également capable de faire jouer et de mettre en avant les joueurs autour de lui. Il lui manque encore de sensations, c'est pour ça qu'en ce moment, je le fais jouer le plus possible et que là, dans cette trêve, par exemple, internationale, on va jouer 3 matchs amicaux pour continuer de donner du temps de jeu, mais effectivement, les bons joueurs s'entendent toujours bien entre eux et je pense que ça va être un duo qui va très très bien fonctionner. On va terminer ça juste avec la présentation des deux joueurs qui sont plutôt sur les ailes, c'est-à-dire Rahimi Ben Halib. On a Rahimi qui est
plus discipliné sans doute et plus capable de faire des replis défensifs, et Ben Halib qui est peut-être plus fantasque, et un peu trop fantasque. Comment vous les situez, vous, dans votre réflexion? Comment vous les utilisez? Pour moi, c'est une grande richesse que d'avoir de la possibilité justement d'aligner des joueurs avec des profils différents. Vous venez d'en citer deux, mais il y a Amina Haddad également qui peut jouer dans l'axe, qui peut jouer sur le côté gauche. Mais autrement, ça permet justement de surprendre les adversaires en fonction des profils des joueurs, en fonction des qualités des adversaires. Mais c'est une bonne chose que d'avoir autant de joueurs de talent. Et il y a le cas Nanah qui très souvent arrive dans des clubs en situation de remplaçant et finit par se trouver une place, en tout cas du temps de jeu à peu près partout où il est passé. Ouais, moi j'ai surtout apprécié le fait lors du dernier match, qu'il démarre le match sur le banc et qu'il rentre avec l'envie de montrer justement qu'il a faim, qu'il veut apporter quelque chose à l'équipe, et il est rentré, il a marqué. C'est ce que j'attends d'eux. Il faut savoir cette saison que tous nos joueurs ont besoin de passer un cap, dans le sens où on a un effectif qui est beaucoup plus complet. C'est pour moi vraiment la condition sine qua non si on voulait arriver à être compétitif dans plusieurs compétitions. Mais c'est aussi quelque chose de nouveau. Je vois bien dans les réactions, on a certains de nos joueurs qui ont du mal à accepter et à comprendre qu'il y a beaucoup plus de concurrence cette saison. Dans les postes offensifs, depuis qu'on a l'arrivée de Amina Haddad, de Ben, ça veut dire maintenant qu'à tous les postes, quand vous tenez compte du fait qu'Afidi va revenir dans un mois, là, la concurrence va être sévère. Et c'est ce que je veux, et c'est ce que je dis aux joueurs. Moi, je veux avoir mal à la tête avant les matchs, parce qu'il va être de plus en plus difficile pour moi de faire les choix de qui démarre, qui est sur le banc. Maintenant, pleurer, ça sert à rien. Quand on est dans un club comme le Raja, on doit rentrer sur le terrain et faire la différence. On peut avoir un fort ego, il n'y a pas de problème. Au contraire, quand on est joueur, ça aide. Mais la seule réponse que j'attends, moi, c'est sur le terrain. C'est ce que d'ailleurs, c'est dans quoi Klopp excelle, vu qu'on a vu Origi qui est sorti du banc, d'une année de banc, a été décisif en Ligue des Champions. Est-ce que vous consacrez du temps à parler aux gens qui ne jouent pas? Est-ce que vos adjoints le font? Ou est-ce que vous avez l'impression que c'est une perte d'énergie ou de maturité? Est-ce que ça vous embête, ces réactions des gens qui jouent pas et qui sont grognons? Non, c'est logique. Moi, je préfère toujours quelqu'un qui réagit, quelle que soit sa réaction, à quelqu'un qui ne dit rien et qui accepte son sort, la fatalité. Qui est cette gestion-là, c'est logique. Ça fait partie du métier d'entraîneur, et au contraire, je suis plutôt favorable et je fais en sorte de parler le plus souvent aux joueurs, même ceux qui ne jouent pas. Qu'est-ce qui a changé depuis que vous êtes venu, Monsieur Carteron, dans l'organisation du club ou dans le management de l'équipe? Je sais pas, peut-être que je me trompe, on m'a dit que vous aviez imposé un déjeuner après l'entraînement, c'est bien ça? C'est ça. Ça fait partie, pour vous dire, on a signé une convention avec une école de kiné. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui, au niveau du staff médical, 10 personnes au quotidien qui gèrent nos joueurs avec une récupération bien spécifique. Pour moi, le fait, après les entraînements, d'avoir un déjeuner en commun, ça permet d'avoir un suivi diététique également. Donc, sur la durée d'une saison, tous ces éléments-là, il faut les mettre avec nous. Et c'est pour moi ce qui, petit à petit, fera la différence sur des équipes qui sont peut-être bien organisées, mais peut-être pas aussi bien que nous non plus. Donc, ça fait partie des petites améliorations et des choses qu'on a apportées aux joueurs cette saison. Il y en a d'autres ? Non, il n'y en a pas d'autres. On a un staff avec un staff plus complet également, un staff technique plus complet, avec des personnalités différentes. Donc ça permet aussi, au niveau des joueurs, d'avoir une meilleure gestion et que chacun se reconnaisse dans un des membres du staff, et de pouvoir à tout moment parler de quels que soient les problèmes et quelles que soient les situations. D'accord, un petit mot pour sortir du Raja et pour parler de foot marocain. Quel est votre regard vous avez découvert, disons, un demi-championnat, vous avez fait, oui. Peut-être pas encore aller partout. Mais bon, vous êtes dans ce foot marocain depuis quelques mois. Quel regard vous portez sur notre football, et qu'est-ce qui vous a surpris en arrivant? Je me place vraiment dans une optique d'ancien entraîneur du TP Mazembe ou de l'Ahli, bien plus que d'anciens acteurs de la Ligue 1, pour rester dans des comparaisons comparables, quoi. Ouais. En dehors du terrain, je dirais que ce qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est l'enthousiasme, les ambiances dans les stades au Maroc. On sent vraiment que les gens sont passionnés par le football, et ça, c'est très très agréable à vivre en tant qu'entraîneur. Cette pression, cette exigence du résultat. Les stades qui sont somptueux, et c'est très agréable également
d'évoluer dans de telles enceintes. Il y a une qualité de vie au Maroc qui est également très appréciable. Et surtout, je trouve, d'un point de vue plus footballistique, que le championnat du Maroc est un championnat extrêmement technique. Plus technique pour moi que le championnat égyptien, qui est un très bon championnat, mais sans doute plus physique que le championnat marocain. Donc c'est souvent des rencontres très agréables, que ce soit en tant qu'entraîneur ou que ce soit en tant que spectateur, mais je trouve que toutes les équipes, la majorité des équipes cherchent à développer du football, donc c'est en tout cas, en ce qui me concerne, un championnat très agréable. On peut dire deux mots dans ce championnat et dans ces terrains et dans cette ambiance. Il y en a une qui est spéciale, c'est la nôtre. Oui. On peut le dire sans complexe. Comment vous avez vécu vos premiers matchs à domicile, cette ferveur? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous y attendiez? Vous étiez préparé? Est-ce que ça se compare à ce que vous avez vu, par exemple, au Congo ou en Égypte, ou ça n'a rien à voir? On est dans autre chose. Ouais, je peux pas comparer parce que à chaque fois, vous savez, j'ai toujours donné le meilleur de moi-même partout où je suis passé. J'ai vraiment, moi j'apprécie ces endroits où il y a autant de passion parce que si je fais ce métier-là, c'est pour ça, c'est pour vivre des moments qui sortent de l'ordinaire. Et j'ai toujours tendance à penser que les grandes équipes se bâtissent dans la difficulté. Donc mon arrivée a été très difficile. On avait des joueurs qui mentalement étaient au fond du trou. Physiquement, c'était catastrophique. Donc il a fallu rebâtir une équipe et pendant plusieurs semaines, on a vraiment été dans le dur. Ça n'a pas été simple, mais on a eu vraiment le caractère, la force avec le groupe de continuer de travailler. Ça a fini par passer et on a été récompensé bien sûr par cette super coupe, par cette remontée en championnat incroyable et le fait de qualifier l'équipe pour la Champions League. Mais moi je trouve que c'est un moteur formidable que d'avoir une telle exigence de nos supporters, à la fois dans le jeu, à la fois dans les résultats. Il faut à la fois bien jouer tout en gagnant. C'est bien, ça montre que le Raja simplement est un grand club. Depuis que je suis arrivé au Maroc, dès que je pose le sol sur le territoire, que ce soit dans l'avion, que ce soit partout, on sent que le Raja fait partie de la vie des gens et c'est une responsabilité formidable, et en tout cas qui moi, me motive plus que me pose problème. Quand vous arrivez, là, vous allez avoir 4 derbys, si tout va bien, Oui. au moins. Peut-être même, Inch'Allah, en Coupe d'Afrique, mais en tout cas une double confrontation en championnat naturel et une double confrontation en coupe arabe. Comment vous préparez ça? Vous arrivez dans un événement, j'ai envie de dire, qui vous précède et qui peut-être va vous surprendre. Est-ce que votre travail, c'est de dédramatiser, c'est de mobiliser, d'optimiser? Comment vous gérez le côté un peu émotionnel de cet événement vraiment spectaculaire de la vie de la vie sportive de notre ville, quoi? Disons que dans les formations que j'ai suivies en tant que joueur, j'ai surtout voulu quelque part apprendre et me servir de ce que je trouvais qu'il manquait dans le football français à l'époque, que ce soit en termes de coaching. Et j'ai passé un brevet d'État à l'époque sur la préparation psychologique. Et c'était d'autant plus intéressant pour moi que le but quand on parle de préparation psychologique ou de gestion humaine, le but c'est de sentir dans quel état sont ces joueurs pour justement savoir exactement s'il faut les bouger. Parce que des jours on sent qu'ils ne sont pas dedans, s'il faut les bouger, s'il faut au contraire les apaiser. Et ça c'est certainement le plus difficile parce que ça nécessite un gros travail d'observation, d'échange avec les joueurs et de travail sur soi pour dégager le plus de confiance possible parce que les joueurs, quand ils vont rentrer sur le terrain, c'est eux qui vont avoir le ballon, c'est eux qui vont nous faire gagner. Et moi, je fais en sorte de les aider en leur donnant le plus de confiance possible. Après, la méthode, elle varie en fonction de ce que je ressens de l'état dans lequel ils sont. Vous avez un groupe plutôt qu'il faut bouger ou qu'il faut apaiser, à votre avis, globalement? Ça dépend. Très honnêtement, ça dépend des jours. Vous savez, ça fait maintenant des années que je sillonne, on va dire, le monde en tant qu'entraîneur. J'ai entraîné au Congo, en Égypte, aujourd'hui au Maroc. J'ai été aussi aux États-Unis ou même en Arabie Saoudite pour parler d'endroits assez extrêmes. Et partout où je suis allé, à chaque fois, même au Mali, en tant que sélectionneur, j'ai entendu à chaque fois « Oui, mais nous, on est différents ». Non, je ne pense pas que les joueurs marocains soient différents des joueurs... Foncièrement, c'est la culture qui est différente, la culture du pays. C'est ça que le coach doit intégrer.
on a des joueurs qu'il faut effectivement réveiller régulièrement. Voilà, si je dois voilà, c'est ce qu'on avait exprimer le profil de mes joueurs. Cette question piège, si vous étiez sélectionneur de l'équipe du Maroc, est-ce que vous prendriez quelques joueurs de cette équipe avec vous? Ouais, c'est effectivement une question piège. Disons que je peux simplement vous dire que j'avais fait le choix en tant que sélectionneur du Mali à l'époque, que pour moi, si le niveau était équivalent au niveau des joueurs, je préférais prendre un joueur local, parce qu'on doit à la fois développer le football local tout en ayant des résultats au niveau de l'équipe nationale. Donc ça nécessite d'avoir de bonnes équipes de clubs, ce qui est le cas au Maroc. On a quand même de très bons clubs avec des joueurs qui pour moi, sont bons. Donc entre prendre en Europe un joueur moyen et prendre quelqu'un qui est en montée en puissance dans le championnat marocain, j'ai envie de dire que pour moi, il n'y a pas photo. D'accord, donc vous n'êtes pas dans la logique actuellement décidée par la fédération qui est de systématiquement tourner le dos à ces clubs marocains, quels que soient leurs résultats continentaux, puisque c'est ce qu'on voit de fait. Hein. Bon, c'est un jugement, non, je parle juste de mon opinion, mon point de vue. On parle de foot, ben oui, c'est vous qui parlez. Est-ce que vous trouvez le public rajaoui trop exigeant? Voilà. Est-ce qu'il vous surcharge de cette ambition de jeu, ou est-ce que vous trouvez ça légitime? Comment vous regardez ça? Non, pour moi c'est légitime parce que c'est l'essence même du Raja, que de devoir proposer un jeu de qualité, un jeu technique avec énormément de passes, avec des buts, avec un jeu spectaculaire. C'est la marque de fabrique du Raja, donc je comprends parfaitement le manque de satisfaction par rapport à notre début de saison. Après, je demande juste de nous laisser le temps d'améliorer de match en match. Et en plus, on a un groupe des joueurs, je suis persuadé, qui naturellement vont élever leur niveau match après match en fonction des oppositions qu'on va avoir. Il n'est jamais évident en début de saison d'imposer son rythme, son jeu à des équipes de niveau inférieur, j'ai envie de dire, ce qui a été le cas. Mais de semaine en semaine, non, on va continuer de faire en sorte qu'ils soient fiers de nous, mais qu'ils n'oublient pas non plus que l'équipe vient de gagner une Coupe des Confédérations, une Super Coupe d'Afrique, vient de retrouver la Champions League, vient de se requalifier 10 ans après pour les poules en Champions League. Donc il y a quand même beaucoup de motifs d'espoir, de satisfaction. Et ce que je veux pas, c'est mettre bêtement une pression sur l'équipe alors qu'on est complètement dans les clous au niveau des résultats et au niveau de nos objectifs. Donc c'est en ça que ça demande simplement un peu de patience. Au niveau personnel, dans votre relation avec les joueurs, on vous a vu lors d'une séance d'entraînement, en tout cas nous, on vous a vu faire un petit concours de pénalty que vous avez gagné d'ailleurs. Oui. Voilà. Est-ce que comme ça, vous laissez du jeu, vous laissez cette possibilité de plaisanter avec les joueurs, ou est-ce que c'est une habitude chez vous, un principe, ou vous préféreriez être un peu l'entraîneur au-dessus, autoritaire, à qui personne n'ose adresser la parole, vu que c'était un peu le cas de votre prédécesseur? Non, c'est pas mon style de management. J'ai tendance à, quand je suis en colère ou fâché contre les joueurs, je leur dis clairement, mais je préfère fonctionner sur un principe de confiance. Je donne ma confiance à tous les joueurs, après à eux de garder cette confiance ou de la perdre en fonction de ce qu'ils m'apportent sur le terrain. Encore une fois, le but pour moi, c'est au contraire de mettre les joueurs dans les meilleures dispositions possibles pour qu'ils soient en confiance et qu'ils soient performants sur le terrain. Ça fait maintenant 408 matchs que j'ai adopté cette méthodologie de travail et ça me permet aujourd'hui d'avoir plus de 50% de victoires sur ces 408 matchs. Donc moi, j'ai tendance à penser qu'un joueur heureux sera toujours plus efficace qu'un joueur malheureux sur le terrain. Donc d'être dur parfois avec eux, je sais le faire, je peux le faire. Maintenant, passer mon temps à crier sur les joueurs, c'est pas ma méthodologie de travail et ça ne m'intéresse pas. Vous avez pas, au niveau de la langue, comment ça se passe là? Vous faites comprendre en français, vous faites traduire Ouais, ça dépend des joueurs. Il y a des joueurs qui comprennent le français, qui parfois ont du mal à le parler, mais qui le comprennent. Mais de manière globale, je me fais systématiquement traduire pour être certain que les messages passent et passent bien. Et est-ce que de votre côté, vous avez appris un petit peu d'arabe? Très peu. Très peu. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots? Allahu Akbar.
un bon début. Ben, merci beaucoup. Ce sera la fin de ce podcast. Vous étiez sur Tribune d'honneur sur Radio Raja avec Patrice Carteron, le coach de l'équipe. Restez à l'écoute de Radio Raja. Il y a plein de choses à vous dire et on sera toujours là pour vous informer. Merci. Merci beaucoup. Au plaisir.